BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec un pionnier du PAF, le paysage audiovisuel français. Il a fait connaître à la France entière des émissions iconiques comme L'amour est dans le pré, Capital, Pékin Express ou plus récemment Qui veut être mon associé. C'est un entrepreneur visionnaire et pragmatique. Il est à l'origine et aux manettes de M6 depuis maintenant 37 ans. Il est sans filtre, fonceur. À l'image de sa chaîne M6, nous recevons Nicolas de Taverneau. Et en deuxième partie, ce ne sont pas nos start-upers habituels, mais 3 associations qui viennent pitcher cette semaine pour se partager un don de 10 000 € aiguillé selon vos votes sur le site de BFM Business. Cette deuxième édition du pitch des assos a lieu grâce au soutien de nos 3 généreux mécènes, Isaïe, Veolia et de ses finances. Cette semaine, nous recevons Benoît Floquet, directeur des opérations de Chapitre 2, qui soutient les jeunes vulnérables pour éviter leur basculement dans la rue. Paul Testard, directeur de Moi je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Et enfin, Édouard Delband, directeur général délégué de Bibliothèques sans frontières, qui favorise l'accès des populations vulnérables à l'éducation, à la culture et à l'information partout dans le monde. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Nicolas de Taverneau. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Taverneau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Fred. Alors, tu es un patron emblématique du paysage audiovisuel français, le PAF, puisque tu as créé et tu diriges M6 depuis maintenant 37 ans. En tant qu'entrepreneur, tu as connu toutes les étapes, des débuts difficiles forcément, sinon ce serait pas drôle, où la chaîne était même qualifiée de la chaîne de trop. Puis la petite chaîne qui monte et maintenant un groupe plurimédia avec 13 chaînes, la plateforme Sisplay, 3 radios dont RTL, donc pas des moindres, et du cinéma avec SND et aussi des podcasts. 52 millions de Français autour de vous, 20% d'audience nationale. Et première marque média, tout simplement, sur les réseaux sociaux, avec 8,5 milliards de vidéos vues et plus de 65 millions d'abonnés sur les plateformes. Ça donne le tournis. Alors, ta manière de faire, c'est l'anticipation. C'est aussi l'anticipation des tendances accompagnée d'un grand pragmatisme et d'un sens aiguisé de la création des marques. Tu as réussi à créer une chaîne et un groupe avec une forte culture d'indépendance. Tu as aussi contribué à créer des personnages. Je pense notamment à Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Cyril Lignac. Tu es un peu le pape du PAF, on va dire. Tout le monde te connaît, mais tu restes tout de même très discret. Tu es juste efficace. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là plutôt pour explorer tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours pour mieux te connaître. Et puis ensuite, on explorera aussi ton univers, tes passions. On va essayer de se mettre à ta place, de comprendre comment tu prends tes décisions et le tout sera agrémenté d'illustrations et d'interventions de Rebecca qui viendra sur ce plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né en 1950, tu as grandi à Villefranche-sur-Saône, puis à Bordeaux, dans le Beaujolais, entouré de 4 sœurs. En quelques mots, tu étais quel type d'enfant? Plutôt rêveur, hyperactif, calme, travailleur? Alors, je suis né à Villefranche et c'est une question du jeu des 1000 francs, 1000 € aujourd'hui. Comment s'appellent les habitants de Villefranche? Ah, ça, je vais pas gagner les 1000 Ce sont euros. les Caladois. D'accord. Caladois parce qu'il y a une rivière qui s'appelle la Calandre qui passe à Villefranche. Voilà, donc ça, j'y suis né parce qu'on a une propriété de campagne. Ma femme, d'ailleurs, a le statut d'agricultrice. Ensuite, j'ai fait mes études à Bordeaux parce que mon père travaillait à Bordeaux. Et j'y suis passé les années qui comptent. J'y suis passé de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, où j'ai, passé des années formidables à Bordeaux. J'ai gardé un très bon souvenir. Et je voulais pas aller à Paris, d'ailleurs. J'ai été finir mes études à Paris, mais j'étais assez réservé pour aller à Paris. Bon, finalement, tu y es depuis quelques années, du coup. J'ai dû m'adapter. Et donc, après ce passage assez long à Bordeaux, on va découvrir la suite de ton parcours, Rebecca. Mais quand vous étudiez à Bordeaux, à Sciences Po, vous étiez plus impliqué dans la campagne de l'ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas que dans vos propres cours. Puis vous tentez l'ENA.
raté 2 fois de suite, mais vous dites que c'est cet échec qui vous a permis d'avoir la carrière passionnante que vous avez eue ensuite. Vous poursuivez tout de même dans le public, d'abord par le cabinet du ministre du Commerce extérieur, puis à l'administration des postes et télécommunications, les fameuses PTT. Guy de Panafieux vous remarque alors et vous engage à la Lyonnaise des Eaux pour travailler sur le dossier de candidature à la reprise du 6e réseau de télévision. La préparation a duré 1 an et demi, une période assez rock'n'roll pour vous. Et puis, c'est le début de l'histoire d'M6 et les emmerdes ont commencé. D'abord directeur adjoint, puis directeur général. Vous devenez en 2000 président du directoire de M6 à la place de Jean Drucker, poste que vous n'avez pas quitté depuis. Vous manœuvrez et créez des programmes innovants qui marqueront des générations. Zone interdite, enquête exclusive, L'amour est dans le pré, Capital. La petite chaîne qui monte commence alors à jouer dans la cour des grands, au point qu'en 2021, vous tentez de fusionner avec TF1, un projet de fusion avorté, quelques mois plus tard par l'autorité de la concurrence. Mais cela ne vous a pas empêché de bâtir une des chaînes les plus regardées et rentables d'Europe. Aujourd'hui, M6 fédère 52 millions de Français autour de ses programmes et génère plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Une belle et franche réussite pour quelqu'un qui, au début, ne connaissait rien au milieu. Ah, C'est vrai. ce qui est incroyable, c'est que tu t'es lancé dans la télé alors que c'était pas ta spécialité quand même. Oui, alors d'ailleurs, une petite précision pour Rebecca, c'est que j'ai un peu roulé mon mentor Guy de Panafieux et Jérôme Monod, qui était le patron de la Lyonnaise, parce qu'il m'avait embauché en fait pour développer le réseau câblé, notamment de Paris, puisqu'ils avaient la concession pour Paris. Et là, déjà, si j'ose dire, on voyait bien que l'économie mixte, ça marchait pas, parce qu'il y avait à l'époque l'administration qui avait un monopole de construire les réseaux. Il y avait les villes qui devaient choisir l'exploitant et le secteur privé qui devait exploiter. Mais rabouter tout ça, ça marchait pas. La preuve, le plan câble était un fiasco. Et donc, je me suis dit, oulala, il faut changer un peu d'orientation. Et donc, j'ai été voir Jérôme Monod et Guy de Panafieux pour leur dire, est-ce que vous pensez pas, il va y avoir des appels à candidature pour des télés, est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance? Et là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé sur un patron, notamment Monod, ambitieux. C'était pas du tout dans sa culture, hein. Il y avait les pompes funèbres à l'époque et la distribution des eaux et des ordures ménagères à la Lyonnaise, hein. Bon, Oui, il m'a dit, mais c'était pas pourquoi le glamour pas? de la C'est- télé. Il m'a dit, et pourquoi pas? Et il m'a dit simplement, constituez une petite équipe, faites un projet, trouvez-vous des actionnaires et revenez me voir pour voir si ce projet serait viable. Et donc, ça a été l'année la plus passionnante de mon existence professionnelle, hein. Ça a duré, oui, 1 an et demi, comme l'a rappelé Rebecca. C'est d'aller faire un tour de table, monter une petite équipe, faire un projet. Il fallait quand même faire un projet, puis ensuite passer le concours. C'est là où je me suis rattrapé de l'ENA, si j'ose dire. J'ai repassé le concours devant l'autorité de régulation qui donnait les fréquences, hein, qui attribuait les fréquences. Et là, on a passé le cut avec Jean Drucker, qui était devenu président entre-temps. Et l'aventure M6 a démarré à ce Tu as moment-là. rassemblé des compétences aussi en télévision, de l'argent évidemment, Alors, on une était vision une projet, un toute petite descriptif. équipe, hein. Au départ, on était une toute petite équipe. On devait être 6 ou 7 pour monter le projet. On faisait des tableurs, on regardait, on allait. Alors, il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes. C'est que je suis allé voir des Canadiens. Donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé, francophones, ils étaient assez bien vus des autorités politiques, parce qu'il y a toujours un peu de politique dans la télé. Et donc, j'ai été voir des Canadiens, et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision. Parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télémétropole, qui était au Québec, et, cette télé qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle maintenant TVA. C'est pas très joli pour nous, mais pour les Canadiens, c'est mieux. Bon. Et TVA, et c'était les propriétaires, d'ailleurs, des réseaux câblés du Québec, et qui avaient monté une très belle société de télévision. Et donc, on leur a proposé de s'associer avec nous. Et alors, il y a eu un petit truc assez marrant, enfin, si j'ose dire, ça m'a pas fait rire longtemps, mais ils nous ont dit OK, on a travaillé, moi je les ai présentés à Mono, etc. Et finalement, ils sont allés sur la 5, qui était notre compétiteur. Ah. Ils sont allés sur la 5, et donc nous, on s'est retrouvés à nouveau tout seuls, Et puis avec du des coup, gens qui ne savaient un pas peu, faire de oui, voilà. télé. Mais on a Ah. quand même gardé le nom, Métropole Télévision. Et puis c'est là où on a été chercher RTL, avec lequel on s'est associé à l'époque, alors là pour de vrai et pour longtemps. Alors, en ayant créé
cette société et en la dirigeant depuis toutes ces années, forcément, bon, déjà, on peut dire que M6 et toi, vous êtes quand même intimement liés et pour toujours. Alors, toi qui connais cette chaîne sous tous les angles, tu définirais comment l'âme d'M6 aujourd'hui? Alors d'abord, une remarque, même si, moi je porte, le sujet depuis pas mal d'années, il y a une équipe à M6. Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une équipe à M6 et la chaîne n'aurait pas existé et ne pourrait pas se poursuivre s'il n'y avait pas une équipe. Et une équipe avec des garçons talentueux, des filles talentueuses et notamment, j'ai eu la chance d'avoir un complice dans les programmes, qui est Thomas Valentin, avec lequel, il n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette pendant, 35 ans. Il continue d'ailleurs à conseiller le groupe, et c'est un élément extraordinaire. Je pense que c'est vraiment une des clés du succès, c'est d'avoir pu bénéficier d'un collectif et de gens extraordinairement fidèles à l'entreprise qui ont constitué l'ossature de cette entreprise. Et j'espère que ça va continuer parce que, au-delà de ma personne, c'est évidemment absolument indispensable que des gens comme le patron des programmes aujourd'hui, Guillaume Charles, qui est un jeune centralien, si j'ose dire, qui a beaucoup de compétences, et et que ça continue dans un esprit d'équipe avec un nouveau patron ou une nouvelle patronne. C'est une chose vraiment importante pour le futur de garder cet esprit collectif. C'est une question que j'avais, c'est comment tu fais? Parce que, en fait, quand on dirige un groupe, quel qu'il soit, on peut se retrouver assez, seul ou enfin, en tout cas, dans le sens, seul en tant qu'entreprise aussi, à devoir innover dans son secteur. Mais pourtant, on se nourrirait bien de l'expérience des autres, y compris de l'expérience de ses concurrents. Donc là, vous, c'est des concurrents sur d'autres marchés, donc en fait, c'est pas des concurrents et donc vous vous inspirez beaucoup les uns des autres. Voilà. Alors, deux choses. Moi, je passe mon temps à rabâcher dans les comités, les collègues, les machins, que la principale qualité dans la vie, c'est la curiosité. Bon, c'est pour moi la principale curiosité, surtout dans nos métiers. C'est-à-dire que si on n'est pas curieux, il faut qu'on change de métier. Donc la curiosité, c'est de voir ce qui se passe chez les autres, y compris les concurrents. C'est de voir ce qui se passe à l'international. C'est de s'ouvrir, d'écouter les collaborateurs qui ne sont pas forcément formatés dans le programme. Et c'est journalistiquement s'intéresser à ce qui se passe. Bon. Et cette attitude de curiosité, j'étais très content. J'ai écouté sur une très bonne station de radio privée, qui s'appelle RTL, j'ai écouté il y a quelque temps Lynn Renault, bon, qui a, je crois, 94. Bon. Et j'étais enchanté d'entendre Lynn Renault lui poser la question, Amandine Bégaud lui posait la question, qui est à votre avis la première qualité et pourquoi vous êtes comme ça, aussi joyeuse à 94 ans. Et elle a dit, c'est la curiosité. Et donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment une qualité qui pour moi est absolument fondamentale. Et donc, si vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe chez les autres. Et quand les autres vous ouvrent les portes, c'est plus facile d'aller chez des amis ou des partenaires comme les Allemands d'RTL ou les Espagnols d'A3 Media, qui sont des gens absolument formidables et qui vous ouvrent les portes. Et là, vous apprenez de la même façon qu'ils peuvent apprendre. Vous voyez, vous donner un exemple. Scène de ménage, qu'on peut voir depuis je ne sais pas combien d'années, près de 20 ans, sur nos antennes tous les soirs, hein, qui fait entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, c'est un concept espagnol que j'ai vu à l'occasion d'un déplacement en Espagne. Et l'intelligence de la maison de production, c'est de l'avoir adapté en français avec, c'est formidable avec Hernandez et tout ça, des comédiens de grande qualité. Mais le concept au départ est un concept espagnol. Bon. Et je n'aurais pas eu l'occasion d'aller en Espagne, de repérer, qu'on m'explique un peu pourquoi ça marchait en Espagne. Jamais on aurait eu ça pendant 20 ans chez nous. Alors, merci beaucoup pour ce partage. On passe maintenant à la séquence passion. Ton monde à toi, c'est la télévision, les médias, mais c'est aussi le futur, la nouveauté, l'anticipation. Rebecca. En effet, l'ADN de M6, ce sont des programmes phares et des innovations constantes, avec par exemple L'amour est dans le pré, sous la houlette de Karine Le Marchand, qui est devenue bien plus qu'une simple émission de télé-réalité, mais un véritable phénomène culturel qui a contribué à changer les perceptions sur le monde agricole, tout en tissant des liens authentiques entre les participants et les téléspectateurs. M6 sait aussi appréhender les évolutions et les engagements de ses téléspectateurs, avec par exemple la semaine du Green, dont vous avez fêté la 4e édition en 2023,
Une semaine où vous avez consacré l'antenne à l'environnement et ses émissions phares pour continuer à éveiller les consciences, mobiliser les Français, mais aussi leur apporter des solutions concrètes pour préserver notre planète. Un autre succès du même âge, Qui veut être mon associé, qui entame sa 4e saison. Suivi par près de 2 millions de Français, cette émission prouve que l'effet vu à la télé fait recette, puisque chaque start-up passée sur le plateau a vu le trafic de son site exploser, ses ventes grimper en flèche, jusqu'à épuisement des stocks et son nombre de followers sur les réseaux grandir de façon exceptionnelle. Des retombées non négligeables, tant pour les start-upers que pour M6, qui s'affirme une nouvelle fois comme une chaîne qui sait parler aux jeunes. Qui veut être mon associé? C'est proche de tes valeurs entrepreneuriales? Oh ben oui, ce qui est formidable, c'est que de faire, enfin moi je suis stupéfait et merci encore. Hein, pour, Ah, bah, je suis très heureux d'avoir mais- participé à la merci saison 1 encore parce que tu as contribué à son succès. au lancement. Simplement, ce qui est formidable, c'est que de voir que c'est pas une émission de divertissement pur. C'est une émission dans laquelle on apprend des choses, on regarde des choses et en même temps, on s'embête pas. Bon. Et de voir Ah, c'est que l'entrepreneuriat. c'est leader sur les jeunes et que ça fait un buzz formidable, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Sur l'innovation, il n'y a pas que l'innovation programme. Hein. Il y a l'innovation distribution, technologie, etc. Nous avons été, ça je suis très fier de ça, nous avons été les premiers en France à développer une plateforme de streaming. Moi, je me souviens d'un président d'une grande chaîne nationale qui est revendiquée comme la première, hein, mais un ancien président, hein, qui me disait, à l'époque, on parlait de multiplexer les programmes pour permettre aux téléspectateurs de les voir plusieurs fois. Il me dit, jamais je ne ferai ça parce que vous donnez l'occasion aux gens de ne pas le regarder au moment où on le diffuse. Bon, il n'a pas été suivi, mais aujourd'hui, tout le monde se met dans le streaming. Mais nous, on a fait en 2008 la première. La deuxième chose dans l'innovation, je suis très, très, très fier, c'est qu'on a constitué une société de technologie, qui s'appelle Bedrock, et qui est une société européenne de partage de technologies sur le streaming. Et donc, ces deux éléments nous permettent d'avancer dans les choses. Donc ça, c'est de l'innovation, vraiment de l'innovation, parce que il faut toujours un peu anticiper avec nos moyens. On n'est pas les plus gros, mais il faut que justement on rattrape le fait qu'on n'est pas la taille, hein, on n'a pas une taille considérable, par un esprit qui soit assez imaginatif, assez curieux, et de mettre de l'innovation. Alors, si tu n'avais pas fait M6, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait d'autre? Ça, je ne pose pas la question. Je dis de temps en temps que comme j'aime bien les métiers un peu dans lesquels il y a de l'autorité, dans lesquels on peut faire des choses, je dis souvent, moi j'aime bien le monde agricole, ça c'est clair, parce que j'en suis un peu. Et la deuxième chose, les métiers un peu d'autorité dans la fonction publique. Si j'avais eu un métier dans la fonction publique, pour moi c'est le métier de préfet qui est le plus intéressant, dans la mesure où tu représentes l'autorité de l'État et tu as quand même des moyens pour aller faire des choses dans le chose. Voilà. Mais la vie était ainsi, tu sais, il y a des carrefours, il y a des embranchements qu'il faut savoir de temps en temps prendre, et puis il y a aussi un peu les hasards de la vie, hein, et qu'il faut savoir remercier ou saisir. Ton moteur à toi, c'est plutôt l'apprentissage, la prise de responsabilité, les deux, l'ambition. Quel type d'ambition? Moi, c'est le progrès. C'est le progrès. Avec le progrès vient l'apprentissage, hein, la Oui, découverte de oui, choses mais nouveau. le progrès, c'est-à-dire, je me dis, mais il y a beaucoup de gens qui font la même chose, je me dis qu'on peut toujours avancer plus vite. Voilà, on peut toujours avancer plus vite, il y a toujours quelque chose en avance qui se présente, alors que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Là où je ne l'ai pas tellement appliqué, ou dans peu d'endroits, c'est le sport. Ça, c'est un peu mon regret. Mon regret, j'aurais tellement aimé être un grand Tu peux pas tout sportif. faire aussi. Oui, mais enfin, si. Déjà un marathon du Il y a lundi des au gens qui vendredi, tu font, vas en regarde, plus dans courir Qui le veut être samedi mon dimanche. associé, on a Parker, hein, bon, hein. Oui. Lui, il a fait les affaires et le sport, hein, bon. Ah oui, il a séquencé, ouais. Il a Ouais, fait ouais. l'un après l'autre. Non, mais et ça, c'est un peu mon regret. Alors, j'essaye de me rattraper dans des choses que je peux un peu faire, là. Je pilote un peu. Bon, j'aime bien ça. Voilà, donc c'est un peu des enjeux pour avancer. Voilà. Alors, on va avoir l'occasion d'en parler tout de suite, puisqu'on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Emmanuel Chin. Nicolas, tu es l'homme d'une entreprise, c'est l'entreprise de ta vie, c'est M6. Avec tes équipes, tu en as fait une fantastique success story. J'étais d'ailleurs très heureux de participer à une partie de cette aventure. Mais il y aura forcément un jour où tu passeras le relais.
Je connais en même temps ton énergie, ta soif d'action, ton envie d'entreprendre. Je ne t'imagine pas une seule seconde à la retraite, donc ma question est très simple. Qu'aurais-tu envie de faire après M6? Et s'il te plaît, pas de langue de bois. Alors, la première des choses, Emmanuel, qui est toujours assez modeste, il a contribué beaucoup à notre succès. Beaucoup. On lui doit beaucoup. Hein. C'est un entrepreneur, d'abord Emmanuel, il a réussi comme entrepreneur, mais avant, il a réussi parce que c'est un imaginatif, c'est un curieux, et alors il a toutes les caractéristiques du gars qui veut toujours aller un peu devant, et c'était formidable, cette expérience de capital. Moi, pour une anecdote, quand il nous a proposé ce concept, parce qu'il faisait des petits shirts, hein, il ne montrait pas sa tête au début, et puis il nous propose ce truc en disant faisons de l'économie, expliquons les choses, faisons de la consommation, montrons comment les choses se font, allons découvrir des univers, expliquons de derrière. Il explique ça à un séminaire des programmes. Tout le monde regardait un peu ses chaussures, pour être très franc. Bon, il nous bassine un peu avec son truc, parce que ça n'avait jamais été fait en télé. Donc, moi, j'étais pas plus malin que les autres. Hein. Je me disais, est-ce que ça va marcher son truc? Bon. Et j'ai dit, la seule chose que j'ai dite au directeur des programmes de l'époque, j'ai dit, quelle est la soirée la plus mauvaise pour nous? Je savais, mais je posais la question. Alors, on m'a dit le dimanche, parce que le dimanche... Mauvaise en audience. Ouais. La mauvaise en audience pour nous. Le dimanche, les deux principaux concurrents TF1, Antenne 2 à l'époque, mettaient des films. Et nous, comme on peut, la réglementation, toujours pareil, la réglementation ne peut mettre que 2 films par semaine le soir, à l'époque en prime time, on était obligé de mettre des téléfilms le dimanche. Donc les téléfilms contre 2 gros films, on ne faisait pas un tabac, hein, pour tout. Après, on a mis un peu de téléfilm érotique à améliorer les choses un peu en deuxième partie de soirée, mais en première partie de soirée, c'était pas très bon. Donc je lui ai dit, écoute, on va tester, on va te donner la plus mauvaise soirée, puis on va voir si ton truc marche. Bon. Et la première soirée, je crois, autant que je me souvienne, ça n'a pas très bien marché, la première édition. La deuxième, c'était un carton. Voilà. Donc, puis après, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut que le remercier d'avoir contribué. Et puis, c'est un vrai entrepreneur, Emmanuel. C'est un modèle. Hein. Bon, mais alors, pour revenir à sa question, ah oui, il a quand même demandé. Je peux te dire, c'est comme Emmanuel, c'est-à-dire que Emmanuel, il n'a jamais, c'est-à-dire que si quelqu'un répond pas à la question, il revient à l'attaque. Écoute, les choses, moi j'adore cette entreprise, mais j'ai pas mal d'autres passions, d'autres activités, et donc ça, je vais pas m'arrêter et me dire faire autre chose. Donc j'ai pas mal de projets encore de cette façon-là, et mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par devers moi de la plus brillante des façons. Aujourd'hui, elle a la même valeur que le groupe TF1, grosso modo. Il y a de l'argent dans la caisse, il y a des projets, il y a des équipes. Donc, il n'y a aucune raison que lorsque je pars de cette entreprise, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Moi, je vais passer à autre chose. Alors, autre chose, ça sera un peu différent, j'ai mon âge, etc. Mais il y a des choses tout à fait intéressantes à faire. Bon, eh bien, on va rester à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage de tout ton parcours, tes passions, tes pensées, tes émotions, tes apprentissages. Ça nous aide tous à aller plus loin, à montrer qu'il y a des chemins variés et que tout est possible quand on en a envie. On va passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Alors, le Quizella, c'est quoi? C'est une suite de questions-réponses très rapides. Donc, je vais y aller. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ça va dépendre. Top départ, c'est parti. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Le boulot. La télé, c'est fait pour quoi? Pour ceux qui la font, réussir. Et pour ceux qui la regardent, se faire plaisir. Le type de média que tu lis, écoutes ou regardes le plus aujourd'hui? C'est pas ce que je regarde le plus. Je regarde le plus souvent les applis des journaux. Ta potion magique à toi? L'énergie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? La trahison. Le programme dont tu es le plus fier? Les magazines du dimanche soir. Et celui que tu aurais voulu ne pas faire?
Je ne les nommerai pas pour pas... Bon, il y en a, mais hors antenne. Le plus dur dans ton métier? La pression quotidienne, Le plus plaisant dans ton métier? la satisfaction quotidienne. Ah, bah, ça va bien ensemble. Si tu pouvais présenter une émission, tu serais laquelle? Je ne suis pas sûr que je sois très bon, donc, mais j'aurais bien aimé présenter l'info. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre par-dessus tout à la France entière quand tu lances un programme? Euh, de la gaieté. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Bah, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que toute ma famille réussisse. Et enfin, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre nous regardaient aujourd'hui dans Les Pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, tu es un pro des audiences, donc tu sais qu'on n'est pas loin d'avoir les 8 milliards d'êtres humains qui sont pendus à tes lèvres maintenant, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Merci. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci, c'est le cas de le dire, de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie. Alors, c'est Society de Eddie Vedder, la musique du film Into the Wild. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson? Ouais, c'est un film extrêmement émouvant parce que c'est quelqu'un qui est en rupture. Et c'est en rupture, découverte de la nature. Et il s'assume jusqu'à la mort d'ailleurs. Mais il assume ses choix. Oui, il dit d'ailleurs, il dit à la société, en tout cas dans la chanson, j'espère que je te manque pas. Voilà. Non, mais c'est un film magnifique, Into the Wild. Et si j'incite tous ceux qui ont l'occasion et qui souhaitent voir un beau film de le regarder. À voir et à revoir. Merci beaucoup Nicolas. Into the Wild, ce sera le mot de la fin pour bien expliquer l'esprit pionnier. Merci beaucoup. Et merci à toi. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec le pitch, avec la deuxième fois, la deuxième édition spéciale du pitch des assos. Cette semaine, à la place de nos traditionnelles startups, eh bien, nous recevons 3 formidables associations qui viennent pitcher leurs projets, leurs actions sur le terrain. Et à la clé, ce ne sont pas des notes, mais un don, Rebecca. Et à l'issue de leur pitch, c'est vous, téléspectateurs et auditeurs, qui irez voter sur la page de l'émission sur le site de BFM Business pour répartir 10 000 € de dons offerts par 3 mécènes, Isaïe de ses finances et Veolia. Et sur le plateau avec nous aujourd'hui pour ces pitchs, nous recevons notre coach Émilie Kovacs. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Tu es rédactrice en chef de The Good. Absolument. Et également fondatrice du média Ecopo. Absolument. C'est Tout correct. C'est le pitch des assos. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Floquet. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur des opérations de chapitre 2 qui soutient des jeunes vulnérables pour éviter leur basculement dans la rue. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred, puis vous aurez 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Okay, Tenez-vous prêts, ça va être à vous. C'est parti, top chrono. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Benoît, et il y a 4 ans de ça, pendant mes études, j'ai voulu créer un projet pour lutter contre la précarité. Une statistique qui m'a choqué à cette époque, c'est qu'une personne sans domicile fixe sur 4 née en France est issue de la protection de l'enfance. Fort de ce constat, j'ai décidé de créer une première association qui, suite à une fusion récente, est devenue Chapitre 2. Chapitre 2, ce qu'on fait, c'est un soutien 360 pour les jeunes vulnérables. Ça va être des jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance, des jeunes qui sont issus de parcours d'exil ou bien des jeunes qui ont subi une rupture familiale durant leur enfance. Aujourd'hui, Chapitre 2 travaille avec des partenaires de terrain. On a une approche pragmatique et on essaye de mettre en place des solutions qui vont combler les trous dans la raquette et apporter un filet de sécurité pour ces jeunes afin d'éviter leur basculement dans la grande exclusion. En 2023, c'est plus de 400 jeunes qui ont participé au programme de Chapitre 2. On a notamment un programme d'accompagnement social sur les démarches
pour accéder à l'autonomie des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On a un programme de lien social, c'est du mentor horizontal, pour que ces jeunes rencontrent d'autres jeunes du même âge mais qui viennent de milieux différents afin de sortir de l'isolement. Et on a aussi des programmes d'insertion professionnelle pour travailler la posture et travailler la recherche de stage. Notre ambition, c'est de devenir l'acteur principal pour accompagner les jeunes vulnérables. Et aujourd'hui, on prétend à s'étendre partout en France parce qu'on n'est pour le moment que sur Paris. Merci Benoît pour Merci chapitre 2. On passe maintenant à la section questions. Émilie, je te laisse commencer. Oui, tout à fait. Merci déjà pour ton pitch. Tu nous as parlé en introduction de cette cause qui te tenait à cœur. J'aimerais savoir plus personnellement pourquoi cette cause en particulier. Alors c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours touché. Le fait, surtout à Paris, de voir des personnes qui font la manche et de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir si je pouvais avoir un impact pour essayer de changer la chose. C'est quelque chose, moi, qui me choque de me dire qu'on vit dans une société développée et qu'on a encore des personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité. Et c'est comme ça, en fait. Petit à petit, j'ai commencé à faire des maraudes, faire des distributions alimentaires. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un enjeu pour éviter le basculement vers la rue. Et c'était d'aider les jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité pour ensuite ne pas avoir à sortir des personnes de la précarité. On sait que c'est beaucoup plus complexe de le faire plutôt que d'éviter que les personnes tombent à la rue. Fred, une question? Oui, combien aujourd'hui de jeunes vulnérables vous avez accompagné avec Chapitre 2? Alors, sur les 4 années d'activité de Chapitre 2, on est à plus de 600 jeunes. Sur la dernière année, c'est 400 parce qu'on a fusionné avec une autre asso. Et ça dépend des dispositifs parce qu'on a 4 voire 5 dispositifs différents. Et par exemple, sur le programme de lien social, on est à plus de 150 et en tout 200 sur les 3 dernières années. Et tu interviens quand exactement? J'imagine que ça dépend peut-être un peu des profils, mais déjà, comment tu t'insères dans les parcours de vie de ces personnes-là pour arriver au bon moment, j'ai envie de dire, avant justement ce basculement? Comment tu t'y prends pour trouver tout cela et à quel moment tu interviens? Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on travaille avec des partenaires de terrain. On a pas mal de partenaires associatifs, des foyers de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des acteurs associatifs comme Aurore, comme Le Refuge, avec qui on va travailler lorsque les jeunes sont dans des situations de vulnérabilité qui peuvent entraîner un basculement vers la précarité. C'est à quel Ça va âge? aller de 14 jusqu'à 25 ans. 14 ans, c'est pour les jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, jusqu'à leurs 18 ans, voire leurs 21 ans. Et après, c'est pour des dispositifs de droit commun entre 21 et 25 ans. On s'arrête à 25 ans parce qu'à partir de là, on peut avoir le RSA. Vous êtes combien dans l'association? Dans l'équipe, on est 15 aujourd'hui, avec 7 salariés. Et après, il y a plus de 150 bénévoles. Et comment vous travaillez avec les autres associations pour faire des passerelles justement dans le relais de ces jeunes-là? Alors ça, c'est très intéressant. Dans le cadre de notre activité partenariale, on a des temps tous les mois avec les éducateurs de nos foyers partenaires où on va échanger sur les situations des jeunes, sur les activités, sur les programmes qu'on peut leur proposer et aussi avoir des retours sur l'accompagnement et sur notre collaboration. Ça, vraiment, pour nous, c'est quelque chose de principal pour être en complément des actions des acteurs de terrain et pas venir recréer des choses qui sont déjà faites par les acteurs. Et vous travaillez avec des entreprises? Les entreprises peuvent vous aider? Alors, on travaille avec certaines entreprises, on a des mécènes entreprises et on propose aussi à des salariés d'entreprise de participer à notre programme d'insertion professionnelle. Donc, vous pouvez, en tant que salarié, devenir coach pour des jeunes et les accompagner sur la posture professionnelle et sur aussi des ateliers pour savoir faire son CV, ses lettres de motivation et passer un entretien d'embauche. Est-ce que tu as justement des mesures des résultats positifs de cette action? Alors, c'est très difficile, évidemment, de comparer un parcours de vie hypothétique avec un parcours de vie réel. Donc, vous ne savez pas forcément quelle a pu être votre influence, mais enfin, quand même, vous devez avoir des indicateurs de mesure pour cela. Alors, nous, ce qu'on a fait pour la mesure d'impact, c'est qu'on a commencé avec une mesure informelle. Donc, l'idée, c'était d'être vraiment au plus proche des besoins du terrain, de discuter avec les jeunes, de discuter avec les éducateurs, nos partenaires, pour comprendre un peu de manière informelle ce qui se passait. Et ensuite, on a mis en place une mesure formelle avec un cabinet qui nous a accompagnés sur la mesure d'impact. Et aujourd'hui, on a des premiers indicateurs qui sont sortis il y a quelques mois, notamment sur le programme de mentorat côte à côte. On sait que 91% des sondés ont noté une facilité à passer à la rencontre
avec d'autres personnes et 77% ont dit que leur entourage a été modifié suite à la participation à côte à côte. Donc on voit vraiment qu'il y a une sortie de l'entre-soi qu'on peut avoir. Et après, on a 2 statistiques sur le service de suite, sur l'accompagnement qu'on a pour ces jeunes. On sait que 25% des demandes auxquelles on répond, ce sont des demandes pour l'hébergement. Comment comptez-vous réussir à vous développer sur le reste du territoire? Alors, pour le moment, on est en discussion avec d'autres départements, parce que c'est un problème qui est pris en charge par les départements, et on essaie de créer des ponts avec d'autres départements pour pouvoir s'étendre. C'est un problème qui est très proche des collectivités. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être financé par les entreprises, et donc on attend de créer des ponts avec les pouvoirs publics pour faire comme ça. Bravo et merci Benoît Merci. d'être Merci, Benoît. venu Merci. nous parler Belle de action. À chapitre une 2. prochaine. Merci et très bonne continuation. Au revoir. Merci. On accueille notre deuxième pitcher du jour, Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur de Moi, je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. On va lancer un chrono. Top chrono, c'est parti. Bonjour. Moi je trie est une association internationale qui a été initiée en 2016 au Togo pour répondre à la question suivante. Comment apporter des solutions durables au problème de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers en Afrique? Alors avec Moi je trie, on a la conviction forte que le changement doit être avant tout culturel et que c'est par l'école que nous devons apporter cette transformation environnementale. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Nous mettons en place des programmes de sensibilisation dans les écoles. Nous impliquons les enfants dans des programmes de tri à la source, de valorisation de biodéchets par exemple. Une fois sensibilisés, ce sont en fait les enfants qui ont la mission d'aller expliquer à leurs parents, porter le changement dans les familles et dans les communautés, et avec un argument qui est de dire nous valorisons les déchets et la valeur économique créée vient financer des projets sociaux dans les écoles. Donc Moi je trie, c'est d'abord une pédagogie par l'action, rendue possible par le rôle éducateur de l'enfant. Donc progressivement, on est devenu en fait aussi un développeur de solutions innovantes dans les territoires, en élargissant l'écosystème territorial avec des communes. Donc on accompagne les communes dans la mise en place de filières de valorisation, et on a aussi des programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les métiers de l'économie circulaire. En quelques mots, Moi je trie, c'est faire la démonstration au quotidien que en fait, le déchet est plus qu'un déchet, qu'il peut être aussi un facteur d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et d'inclusion. Donc nous avons impliqué 132 000 élèves depuis le démarrage dans nos programmes, et l'ambition c'est de le porter à 1 million dans les prochaines années. Merci Paul pour le pitch. Est-ce que vous avez des questions, cher coach? Ouais, alors moi Oui. je trouve ça formidable. Au niveau justement, en plus il y a une forme d'inversion de pédagogie, puisque de ce que j'ai compris, ce sont les enfants qui ramènent les nouvelles méthodes aussi dans le foyer. Donc c'est vraiment de l'éducation qui passe par les enfants et qui remonte aussi vers les générations d'avant. C'est absolument génial. En termes de manière de s'étendre à l'international, donc là vous avez parlé du pays dans lequel vous avez démarré, mais comment vous comptez pouvoir répliquer cela, à quel endroit et à quelle vitesse? Alors j'imagine qu'il faut des fonds, hein, donc, mais on est aussi là pour ça. Ouais. Alors, on a commencé au Togo donc en 2016. On a réussi à répliquer le modèle en 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, on a des équipes là-bas depuis ce moment-là. On a créé un siège en France, et en 2024, on va répliquer une nouvelle fois les modèles au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle alors, qui existe beaucoup dans le business, mais de franchise, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez une méthodologie pour développer votre impact? Est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller mobiliser des équipes un petit peu partout dans le monde en leur donnant simplement cette méthodologie-là, en leur disant, bon, voilà, quand vous faites ça, ça marche et ça donne tel résultat? D'autant plus que ce que je comprends, c'est que votre financement, il ne doit pas venir uniquement des mécènes. Vous avez aussi un modèle de revalorisation des déchets, donc ça c'est très important. Enfin, c'est même toute la base de l'économie circulaire, hein, dans un autre domaine, parce que si on ne peut pas revaloriser ce qu'on a transformé, forcément on n'arrive pas à financer l'activité de retransformation elle-même. Mais vous avez un modèle comme ça, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Donc pour accélérer la croissance, est-ce qu'il y a une manière de faire qui serait justement la mobilisation d'équipes avec les méthodes que vous avez mises en place, en leur donnant
le kit de réussite, quoi. Ouais. Peut-être prendre le deuxième partie de la question, qui est le modèle économique. Donc, on a dans notre ADN, effectivement, une question vraiment concrète d'économie. C'est-à-dire qu'on va vendre des déchets, on va vendre à des prix de marché, etc. Donc, ça, c'est ancré en nous et ça permet quand même de déjà réfléchir à la suite. C'est-à-dire qu'on a ce business model, on a des partenaires, etc. Donc, ça, c'est un premier élément. Après, on a un modèle économique un peu hybride. On a du financement, effectivement, qui est de la philanthropie, du mécénat. Et également, on commence à développer une deuxième partie du modèle économique qui est nos propres prestations de services et notre propre financement, en tout cas, qu'on va vendre à des entreprises, soit sur la formation, soit sur des prestations de services dans la gestion des déchets. Donc, en tout cas, on est en train d'évoluer vers un modèle qui est beaucoup plus hybride qu'au démarrage. Et ça nous permet déjà d'avoir quelques éléments qui nous permettent cette réplication. Et ensuite, effectivement, notre premier élément pour répliquer, c'est d'avoir déjà un modèle extrêmement précis, cadré. C'est un peu la base quand même de la franchise. Et aujourd'hui, on est en train quand même de finaliser ces dernières briques, mais aujourd'hui, on pense qu'on a en tout cas un modèle qui nous permet d'avoir des écosystèmes, d'être un intégrateur d'écosystèmes territorial vraiment, et cette capacité de travailler d'abord avec des écoles, des collectivités, des acteurs économiques, et de pouvoir effectivement répliquer ça. Après, la question, c'est comment répliquer sous forme de franchise. On est tout à fait ouvert, en tout cas, à cette réflexion-là. L'important, c'est de garder, en tout cas, cette qualité, cette intégrité qui fait la singularité de Moi Je Trie. Vous êtes combien? Alors, aujourd'hui, on est 35. D'accord. Au Togo, donc à Lomé et dans quelques villes secondaires, à Abidjan, et on va commencer, on est en train de commencer actuellement au Sénégal. Et puis on a aussi plusieurs coopératives qui sont directement affiliées à Moi Je Trie. On a une vingtaine de personnes, donc au total on est à peu près 55 personnes qui sont financées en termes de création d'emplois par Moi Je Trie. Et alors pourquoi vous avez commencé par le Togo en particulier? Alors c'est une histoire d'une rencontre, puisque ça a été fondé par un franco-togolais en 2016. Moi je suis arrivé un petit peu après dans le projet, et donc c'est son pays aussi. Ça s'est fait comme ça. Et moi je suis arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc tout ça est une histoire de rencontre finalement, et ça se suit en tout cas par des histoires singulière. D'accord. Et donc là, quels sont vos projets pour vous étendre? Est-ce que vous avez des pays que vous ciblez plus prioritairement, j'allais dire, que d'autres? Oui, il y a le Sénégal qui fait partie de 2024, donc la priorité. Ensuite, c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la suite, mais on va avoir encore un petit peu de temps. Et puis, nous, on se positionne sur l'Afrique subsaharienne de manière générale. Le but, c'est qu'on trouve aussi cet équilibre, ne pas se brûler les ailes, parce que c'est beaucoup... On a parlé de sensibilisation, etc., mais en fait, c'est une vraie logistique derrière. On était en train de calculer, depuis le démarrage, c'est 10 000 collectes dans les écoles qui ont été faites, 1200 sensibilisations. Donc, il faut aussi comprendre qu'on a toute une logistique opérationnelle. On a des centres de tri, on fait de la formation d'insertion dans des centres de tri dans les communes. Donc, on a une capacité de déploiement, en tout cas, qu'il faut en tout cas maîtriser en termes d'opération. Donc voilà pour les prochaines échéances. Et puis il y a aussi une question de diversification de nos projets. Donc on a beaucoup parlé des écoles. Aujourd'hui, on s'est lancé sur un projet notamment de lancement d'une filière de valorisation de déchets électroniques, qui est un vrai sujet aujourd'hui, notamment sur les problématiques d'accès à l'énergie en Afrique, qui sont particulièrement importantes. Bravo et merci Paul pour Moi Je Trie. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Paul. Merci à vous. Aujourd'hui. Et enfin, on accueille notre troisième pitcher du jour, Édouard Delbande. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci d'être sur le plateau des Pionniers. Vous êtes directeur général délégué de Bibliothèques sans frontières, qui favorise l'accès des populations vulnérables à l'éducation, à la culture et à l'information partout dans le monde. Exactement. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Émilie avec un chrono. Top chrono, c'est parti. Alors, est-ce que vous savez combien de temps on passe en moyenne dans un camp de réfugiés? 17 ans. 17 ans pendant lesquels, quand vous êtes un enfant, vous n'avez souvent pas accès à une éducation de qualité, il n'y a aucune forme de divertissement. C'est face à ce constat terrible que Bibliothèques sans frontières a créé, il y a 10 ans, l'IDS Box. L'IDS Box, c'est une médiathèque mobile et connectée, designée par Philippe Stark, qui permet de créer en moins de 20 minutes un centre éducatif et culturel qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette box? On trouve des livres, bien sûr, mais aussi des tablettes, des ordinateurs, des jeux de société, du matériel créatif, et même un cinéma. L'objectif, c'est de créer, dans les contextes les plus difficiles, un lieu où les gens peuvent créer, apprendre et construire leur avenir. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un impact énorme dans plein d'autres situations que les camps de réfugiés. On en a plus de 160 des box dans 25 pays. On en a en Ukraine, qui servent d'école dans des zones détruites. On en a en Afghanistan, pour permettre aux filles de continuer à apprendre malgré l'interdiction des talibans. Mais on en a aussi dans les quartiers nord de Marseille, en France, ou dans des zones rurales isolées, pour aider les jeunes à trouver du boulot. Ce qu'on veut, c'est avoir un impact maximal. Et donc pour ça, on cherche des partenaires et des mécènes qui veulent s'engager à nos côtés dans ce combat
parce qu'on sait que 160 box, c'est très bien, mais il en faudrait des milliers pour changer les choses à très grande échelle. On sait que nos bibliothèques, elles pourront peut-être pas arrêter la guerre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles peuvent vraiment aider à construire la paix. Merci beaucoup. Merci Édouard pour Bibliothèques sans frontières. On passe aux questions. Merci Édouard. C'est beau. un beau projet, c'est vraiment émouvant. Ouais. Donc, alors, du coup, il faut que je retrouve Oui, les questions. ouais. Il y en a tellement. Comment vous avez réussi à avoir des impacts mesurables? Parce que là, on parle de période de temps, on parle d'éducation, on parle de changement de vie. Donc, l'association n'est pas non plus très ancienne. C'était créé quand? 2007. 2007. Ouais. Vous avez déjà des manières de valider les impacts que vous avez réussi à produire sur le terrain, sur des vies, des changements de vie, des gens qui vous remercient, des belles histoires à partager. Tout à fait. On a des histoires assez incroyables, par exemple, de jeunes enfants des rues au Burundi, à Bujumbura, des box qu'on a déployées pour aider les jeunes à se réinsérer. Et des jeunes qui ont, dans le cadre des box, écrit des livres et qui ont été publiés. Donc il y a plein d'histoires comme ça individuelles dans des camps de réfugiés ou dans des contextes différents. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer l'impact aussi de façon quantitative avec ce qu'on appelle des tests randomisés, vous savez, les méthodes cliniques. Et là, on mène des évaluations où on mesure différents indicateurs sur la cohésion sociale, sur la confiance envers l'avenir, sur la diminution des tensions. Et c'est ces tests-là qui nous permettent de mesurer concrètement, ce qui n'est pas facile parce qu'on parle d'impact soft, comment ces bibliothèques-là peuvent changer le monde. Alors, à quoi ça ressemble exactement, une box? Alors, une box, c'est 4 grosses valises multicolores qui tiennent sur 2 palettes lorsque c'est replié, donc c'est très solide. Ça peut être déplacé facilement dans un avion cargo, dans un pick-up, dans une pirogue. Et en fait, vous avez tout à l'intérieur, donc vous la déployez et ça va créer ce centre avec plusieurs modules, un module cinéma, un module bibliothèque, un module ordinateur et tablette, et un module administration. Donc tout est à l'intérieur, c'est ça qui rend l'outil facile d'usage. Et comment vous les accompagnez du coup, les utilisateurs de cette box? Vous êtes combien déjà en tout et est-ce qu'il y a à chaque fois quelqu'un pour accompagner les personnes? Oui, alors donc on est 150 chez Bibliothèques sans frontières et ce qui est important c'est qu'on travaille systématiquement avec des partenaires de terrain. Donc avec des acteurs locaux qui peuvent être des associations, qui peuvent être des acteurs publics. Et en fait, c'est à eux qu'on fournit ces box. Et c'est eux qu'on forme à utiliser, à déployer ces box sur le terrain parce que c'est eux qui connaissent le mieux les bénéficiaires de terrain. Vous travaillez avec des entreprises? Oui, bien sûr. C'est ça, j'ai entendu votre appel de partenariat. Comment est-ce que vous travaillez avec elles et comment elles peuvent vous aider? Alors, il y a plusieurs formats. On a créé des formats d'engagement de collaborateurs où on invite des collaborateurs à venir nous aider à trier des livres parce qu'on collecte aussi des centaines de milliers de livres par an en France. Donc, on a un super centre de collecte à Épône, dans les Yvelines, où les entreprises peuvent nous envoyer des groupes de collaborateurs pour nous aider à trier les bouquins. Et ensuite, il y a plein de formats d'engagement sur du mécénat de compétences notamment. Fred, une autre question? Oui, je ne sais pas, j'ai envie de dire comment on peut vous aider autrement que justement en sensibilisant, en aidant les entreprises à collecter des livres et en vous finançant pour les entreprises qui ont envie de vous soutenir. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, les téléspectateurs vont pouvoir voter ensuite, là, ici, dans cette émission, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a évidemment des dons individuels, hein, c'est assez clé. Des dons de livres. On organise chaque année, fin septembre, début octobre, dans toutes les FNAC de France, une grande collecte de livres pour Bibliothèques sans frontières. Et ensuite, évidemment, engagez votre entreprise dans l'aventure. Voilà. D'autres questions, Fred? Je te sens ému. Ouais, tu te rends compte. Enfin, t'as vu c'est beau. Émilie? Très beau aussi. Ouais, je suis très touchée. Merci beaucoup Édouard d'être venu nous parler de Bibliothèques sans frontières et puis très belle continuation. On a vu 3 projets très beaux, tu vois, donc là c'est l'accumulation de 3 très beaux projets, on est en fin d'émission. Et donc effectivement l'émotion est montée en fin d'émission. Ouais. Je vois ça. Les livres, ça parle à tout le monde. Merci. Bravo, merci Édouard.
Merci à tous nos pitchers de s'être prêtés à l'exercice et de nous avoir présenté ces très très belles associations. C'est désormais à vous, téléspectateurs et auditeurs, de voter et répartir le budget de 10 000 € entre chacune de ces assos. Ça ne va pas être facile. Et pour cela, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page des pionniers sur le site de BFM Business dans la rubrique « Votez pour votre association préférée ». Merci Émilie, on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Et on remercie à nouveau nos mécènes, Isaïe de ses finances et Veolia pour leur générosité. Merci beaucoup, merci à tous. Vous l'avez compris, c'est d'autant plus important d'aller sur le site aujourd'hui et d'aller voter pour l'association qui vous a le plus ému. On ne peut pas voter pour les 3 d'un coup, je vous préviens tout de suite. Il va falloir choisir, ça va être dur. Et bien, en tout cas, on sera ravis d'accueillir aussi d'autres associations sur le plateau dans le pitch des assos bientôt. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Émilie, merci Rebecca. Merci. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.